Alors, le sujet de cette vidéo est: qu'est-ce que l'astrologie réellement? Est-ce l'idée que l'on s'en fait? Ou bien est-ce autre chose de plus complexe? On voit souvent les horoscopes sur les magazines et on a tendance à assimiler horoscope et astrologie. Donc, l'astrologie est une science, tout d'abord, qui est basée sur l'observation des astres. Et à travers ça, elle est comme un support que les astrologues utilisent, comme des tarologues vont utiliser le tarot. Elle est un support pour permettre aux astrologues de mieux comprendre le fonctionnement de l'être humain, mais également de tout ce qui existe sur Terre, puisque nous sommes sur Terre et que les planètes, nous les voyons de la Terre. Étymologiquement, l'astrologie veut dire discours sur les astres. Alors, qu'est-ce que l'on distingue exactement comme élément utilisé par les astrologues? Alors, tout d'abord, les planètes. Les planètes, c'est-à-dire, j'entends par les planètes aussi des luminaires comme le Soleil, qui est une étoile, la Lune, qui est le satellite de la Terre, Mercure, planète, Vénus, planète, Mars, Jupiter, Saturne. Entre Saturne et Uranus, on a un planétoïde qui s'appelle Chiron. Puis il y a les planètes invisibles, Neptune, et Pluton qui n'est plus considéré comme une planète. On peut également utiliser d'autres planètes qui se trouvent, quand j'entends planète, c'est-à-dire d'autres corps célestes qui ont été découverts au-delà de Pluton dans les 10-20 années qui précèdent environ. C'est-à-dire qu'on se retrouve au niveau de Pluton, dans la ceinture de Kuiper, et dans cette ceinture, et bien comme dans la ceinture d'astéroïdes qu'il y a entre Mars et Jupiter, il y a tout un tas d'objets célestes que l'on utilise. Alors, par exemple, dans la ceinture de Kuiper, je vais noter un gros point qui est Eris, mais il y en a d'autres dont vous avez peut-être déjà entendu parler, comme Sedna, Varuna, et bien d'autres, je ne peux pas tous les citer. Voilà, alors on dit Maké. Voilà. Il y en a 8 principaux pour le moment. Alors moi personnellement, il m'arrive de les utiliser parce qu'ils ne sont pas communément utilisés de toute façon par les astrologues pour le moment encore, parce que c'est récent. Mais moi, il m'arrive de les utiliser quand je cherche quelque chose dans le thème et qu'il semble qu'il y ait comme une lacune. Comme si, par exemple, un scientifique était en train de se dire, là, il y a quelque chose, il doit y avoir un objet céleste dans le ciel, parce que, scientifiquement parlant, ça ne doit pas fonctionner, et ça ne devrait pas fonctionner comme ça dans le ciel, s'il n'y avait pas quelque chose, un corps céleste à cet endroit. Donc, en astrologie, c'est la même chose, quand je regarde un thème, si toutefois, je sens, surtout quand je fais mon thème, mais lorsque je sens qu'il y a comme une lacune, ça peut arriver, je vais chercher s'il ne s'agit pas d'un objet céleste qui se trouve dans la ceinture de Kuiper, qui agissent de façon beaucoup plus, j'ai envie de dire, subtile, parce que bien évidemment, ils ne sont pour le moment pas encore dans les éphémérides. Alors oui, il existe des éphémérides sur Internet, sur un site bien précis, qui répertorie effectivement les éphémérides de tous ces corps célestes qui ont été découverts dans la ceinture de Kuiper. Et donc je les utilise, sachant que ce sont des objets qui sont extrêmement loin, puisque Pluton est jusqu'à présent dans l'astrologie commune traditionnelle l'objet céleste le plus éloigné de la Terre par rapport à toutes les autres. Donc la ceinture de Kuiper, Pluton en fait partie. Donc bien évidemment, ce sont des objets qui sont très éloignés, et même plus éloignés que Pluton.
Alors, ensuite de cela, j'ai noté la ceinture d'astéroïdes qu'il y a entre Mars et Jupiter. Donc là, c'est pareil, on en utilise principalement 4, qui sont Cérès, Junon, Vesta et Pallas. Donc bien évidemment, il y en a beaucoup plus que ça. On les appelle les astéroïdes. Elles ne sont pas considérées, ces objets célestes, pardon, ne sont pas considérés comme des planètes. Mais ils ont un rôle malgré tout dans l'astrologie quand on étudie leur position dans un thème astral. Alors, qu'est-ce que les astrologues utilisent également? Ils peuvent utiliser les étoiles entre guillemets fixes. Alors bien évidemment, ces étoiles, elles ne sont pas fixes, c'est-à-dire que dans une vie complète, oui, elles vont sembler fixes, mais en réalité, comme toute étoile et comme tout élément de l'univers, elles bougent. Donc ce sont les grosses étoiles qui se trouvent à côté par exemple de votre soleil. Si vous êtes du signe du Cancer, du Bélier, la Balance, Sagittaire, etc., vous avez le soleil dans votre signe tout simplement. Et puis si vous avez une grosse étoile qui se trouve à cet endroit-là, comme par exemple Vega, eh bien vous savez que vous avez un... Non seulement vous êtes du signe par exemple de la Balance, vous avez le soleil en Balance, enfin bon, je vais prendre ce simple exemple-là, et vous avez une grosse planète qui se trouve à côté de votre soleil, qui peut être également consultée pour regarder quelle est sa signification. Donc c'est vrai qu'on les utilise moins, étant donné qu'elles sont extrêmement lentes, donc on les appelle les étoiles fixes, et qu'elles n'ont pas d'impact sur les changements qui se passent dans notre vie, puisqu'elles ne bougent pas. Si on regarde vue de la Terre, c'est comme si elle ne bougeait pas. Elle bouge, mais vue de la Terre, dans une vie, elle ne bouge quasiment pas. Donc elles sont comme fixes, donc elles n'ont pas d'impact sur les changements qui se passent dans notre vie. Mais elles ont un impact sur... on peut les étudier, j'entends, si on cherche à savoir quelle est leur signification et quel impact qu'elles ont, pardon, sur notre comportement, notre personnalité. Alors, on emploie également des points qui ne sont pas des planètes. Principalement, ce sont le nœud nord et le nœud sud, la lune noire. Voilà, il y a aussi la part de fortune. Il y a plusieurs parts, hein. On dit part de fortune, mais il existe tout un tas de parts qui ont été définies comme des points fictifs au fur et à mesure de l'histoire. Donc en généralement, on s'en tient au nœud nord, nœud sud, lune noire, part de fortune. Voilà, principalement. Bon, il y a des points maintenant qui apparaissent, mais principalement c'est ceux-là. Les signes, bien évidemment, les signes du zodiaque tropical, qui sont de parts égales. Donc il y a un découpage du zodiaque en 12 signes, puisqu'il s'agit de la... cette astrologie zodiacale et tropicale est basée sur la rotation de la Terre autour du Soleil, et on découpe le zodiaque en 12 signes, comme on découpe le calendrier en 12 mois. Voilà, c'est pour ça qu'à chaque 21, 22, 23, alors ça dépend, hein, c'est variable selon les... Ça ne tombe pas forcément à 21, à 22 ou à éventuellement 23, mais généralement entre 21 et 22, le 22 du mois, 21 ou 22 du mois, pardon, vous avez le soleil qui change de signe. Ça pourrait tomber le premier du mois, mais non, ça ne tombe pas le premier, ça tombe toujours à cette époque, à cette date-là. Donc mettons le 21-22 janvier, le soleil change de signe. Le 21-22 février, pareil. 21-22 mars, pareil. Donc c'est entre 21-23 en général. C'est voilà, 21-22-23. Mais c'est quasiment toujours pareil, mais ça reste quand même un petit peu variable. Voilà. Mais sur les éphémérides, de toute façon, c'est noté. Donc, il ne s'agit pas ici de signes zodiacaux en rapport avec les constellations qui sont derrière, mais de signes zodiacaux
qui correspondent simplement à la rotation de la Terre autour du Soleil. Et de la même façon que l'on va dire, aujourd'hui on est au mois de janvier, là au mois de février, là on est au mois de mars, là on est au mois d'avril, on a 12 mois, et bien on a 12 signes. Sauf qu'au lieu de commencer du 1er du mois au 30 du mois, c'est lorsque le soleil rentre, lorsque l'on est au 21 ou 22 du mois environ, que le soleil change de signe et qu'il rentre dans le bélier, dans le taureau, le gémeaux, le cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson. Voilà, on utilise, alors de façon pointilleuse, parce que ça c'est vraiment pour une symbolique, hein. On utilise les degrés du zodiaque, puisqu'il y a 360 degrés. Chaque degré a été étudié pour en connaître sa signification, mais ça reste une définition qui n'est pas utilisée avec beaucoup de profondeur. Souvent ce sont des images qui sont données et il y a une petite définition qui est donnée sur le degré en question. Mais ça n'est pas du tout au même niveau que la description qui est faite de chaque signe du zodiaque. On utilise également ce que nous appelons les maisons. Les maisons, ce sont des secteurs, de la même façon que le zodiaque est découpé en 12 signes égaux. On utilise l'heure de naissance comme étant, en fonction de la longitude et de la latitude, donc là il s'agit de tenir compte de l'espace où est né l'individu. Eh bien, on utilise la longitude et la latitude de cet endroit pour connaître à quelle heure le soleil se levait. Il y a des décalages horaires selon si vous êtes en France, si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes en Asie. Le soleil ne se lève pas à la même heure. Donc c'est pour ça que la longitude et la latitude vont fixer le point sur lequel se trouve l'individu au moment de sa naissance, et à partir de là, on va dessiner le moment où il est né, qui est l'ascendant, c'est-à-dire le moment où le soleil se levait le matin. S'il est 4 heures du matin, enfin s'il est 3 heures du matin, le soleil n'est pas encore levé, il va arriver un moment où le soleil va se lever. Vers 6 heures, le soleil va se lever, et bien 6 heures ça correspond à l'ascendant, c'est-à-dire que si vous avez le soleil qui se retrouve, je vais dire dans l'ordre, l'ordre inverse des aiguilles d'une montre, supposons par exemple qu'il est décalé de 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais il y a de fortes, ça veut dire que vous êtes né avant 6 heures du matin, à peu près 4 heures avant. Et si vous êtes né par exemple, je vais dire un exemple, 90 degrés après l'ascendant, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire que vous êtes né 6 heures après le moment où le soleil se levait. Et l'ascendant correspond environ à 6 heures du matin, donc ça veut dire que vous êtes né à midi. Et si vous êtes né à midi, ben ça veut dire que votre soleil va se retrouver dans ce que nous appelons le milieu du ciel. Le milieu du ciel, techniquement, c'est la carrière. Donc selon l'heure à laquelle vous êtes né, vous allez avoir un domaine de vie qui va pour vous être important. Si vous avez le soleil qui se retrouve dans l'ascendant, ça veut dire que vous allez vous mettre en valeur en tant que personne, en tant que personnalité. Si vous avez le soleil en maison 3, vous allez être un intellectuel, un enseignant, un journaliste, un facteur, parce que vous allez sans cesse échanger de l'information, quelle que soit la façon dont vous l'échangez. Si vous avez le soleil en 5, vous allez être une personne qui va aimer les enfants, qui va aimer créer ou procréer, qui va aimer peut-être se retrouver dans des centres de loisirs, ou travailler en rapport avec les vacances. Par exemple, les personnes qui partent en vacances, si vous avez le soleil en maison 9, ça fait à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures après 6 heures du matin, ça fait quoi? 2 heures l'après-midi. Bon, mettons, si vous êtes né environ à 2 heures l'après-midi, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui, c'est ça. Si vous êtes né environ à
à 2 heures de l'après-midi, vous devez avoir le soleil en maison 9, c'est-à-dire que vous allez aimer les voyages, vous allez aimer la culture, la foi, tout ce qui est en rapport avec le spirituel. Ça peut être la religion ou pas la religion. Tout dépend après de votre façon d'appréhender la spiritualité. Que ce soit de façon religieuse ou pas, vous allez aimer les grands espaces, peut-être aussi les chevaux, etc., etc. Donc l'heure de naissance va découper le signe, le zodiaque en 12 parts qui elles ne sont pas égales, puisque c'est voilà, ce sont des tables des maisons que nous avons pour étudier, pour nous indiquer à telle longitude et telle latitude où se trouvait l'ascendant et donc où se trouvaient les autres maisons qui en découlent, les autres secteurs. On appelle ça des maisons. Les cuspides, ce sont les débuts des maisons. Hein, si mettons vous dites que vous avez l'ascendant à, par exemple, 10 degrés dans le Sagittaire, ça veut dire que l'ascendant commence à 10 degrés Sagittaire. Il se trouve vraiment à cet endroit-là. Donc il y a une flèche qu'on pose et qu'on appelle une cuspide. Ça c'est un langage technique. Il y a 4 axes principaux. L'ascendant, donc c'est votre personnalité. Le descendant, qui représente le rapport à l'autre, qui se trouve en face de l'ascendant. Il y en a un autre qui est le milieu du ciel, donc techniquement ça s'appelle comme ça. C'est la signification de la carrière, hein, de la reconnaissance par vous-même et par le public, par la société. Hein, votre reconnaissance, pas forcément sociale au sens d'avoir un statut social, mais votre reconnaissance par le public, par les autres. En tout cas, c'est l'aspect plutôt public, contrairement au fond du ciel qui se trouve à l'opposé. Ça forme une croix, hein, entre ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel. Le fond du ciel qui lui représente plutôt votre aspect privé, votre vie privée, la famille, les parents, l'hérédité, là où vous vivez votre vie de famille d'origine et puis votre vie de famille par la suite. Voilà. Ensuite, effectivement, il y a plusieurs éléments, hein, les 4 éléments qui reviennent dans le zodiaque. Donc les éléments feu, air, terre, eau. Il y a 3 signes de feu, 3 signes d'air, 3 signes de eau, 3 signes de feu, 3 signes d'air, 3 signes de terre, 3 signes d'eau, 3 signes de feu. Ça forme un rectangle, un triangle à chaque fois. Capricorne, Taureau, Vierge, 3 signes de terre. Verseau, Gémeaux, Balance, 3 signes d'air. Sagittaire, Bélier, Lion, 3 signes de feu. Et j'ai oublié l'eau, Cancer, Poisson et Scorpion, qui sont 3 signes d'eau. Donc le Verseau n'est pas un signe d'eau. C'est pas parce que ça s'appelle Verseau que c'est un signe d'eau. Le Verseau est un signe d'air. On utilise également des aspects. Les aspects, ça veut dire que vu de la Terre, si vous regardez la Lune par exemple dans un axe et qu'à 90 degrés, si vous prenez une équerre, vous trouvez un autre objet céleste, s'il y a 90 degrés entre eux, ben, ça forme tout simplement un carré, un 90 degrés, on va appeler ça un carré. Parfois on va les voir exactement l'un derrière l'autre, donc on va appeler ça une conjonction, parce que c'est comme si vous mettiez... oui, enfin, je n'ai même pas d'image à donner, c'est tout simple, hein, vous les voyez l'un à côté de l'autre ou l'un derrière l'autre, c'est une conjonction. On a les oppositions, c'est le cas notamment lorsqu'il y a la pleine lune, vous avez la lune d'un côté et le soleil de l'autre. Les trigones, ce sont des aspects majeurs aussi, comme les carrés, les oppositions, les conjonctions. Les trigones, ça veut dire que si vous faites un tour sur vous-même, 360 degrés, vous allez diviser 360 degrés en 3, ce qui fait 120. Et donc, si vous pivotez sur vous-même, à gauche ou à droite, peu importe, de 120 degrés, c'est-à-dire un tiers de rotation, vous avez fait 120 degrés. Donc, si une planète se trouve devant vous, et puis en pivotant, une planète se trouve à 120 degrés sur votre gauche ou sur votre droite, peu importe, ça veut dire qu'il y a un trigone entre les deux. Un trigone, c'est un aspect positif. Voilà, il y a des aspects majeurs, conjonction, opposition, trigone, carré. Il y a les sextiles c'est 60 degrés. Le carré, on a dit que c'était 90 degrés, et le sextile, c'est 60 degrés.
tout simplement. Et puis il y a des aspects mineurs, alors qu'on utilise un peu moins parce que mineur, ça indique que ça a moins d'impact. On a le quintile qui fait 72 degrés, le semi-sextile qui fait 30 degrés. On a le quinconce qui fait 150 degrés, qui couvre 3, qui couvre combien de signes? De 3 c'est le carré, 4 c'est le trigone, 5 signes, c'est bien ça, 5 signes le quinconce. L'octile, c'est ce qui carré, le noville. Donc après, il faut vraiment diviser le zodiaque en 6, en 7, en 8, en 9, etc. Et vous avez les mots qui leur sont appropriés. Parmi les aspects, on a aussi ce qu'on appelle les aspects appliquants et des aspects séparants. L'aspect appliquant, c'est par exemple lorsque vous voyez cette lune d'un côté et puis à 90 degrés, vous voyez par exemple Jupiter, vous savez qu'il y a 90 degrés entre les deux, ce qu'on appelle nous un carré. Et si la lune est à par exemple 88 degrés et qu'elle se déplace pour aller vers le 90e degré, pour faire 90 degrés exact, on dit qu'elle est toujours en carré de Jupiter, puisque ça crée une orbe. Une orbe, c'est juste la fourchette qu'il y a entre 90 degrés et l'espace que l'on s'autorise pour dire que c'est un carré. Eh bien, si elle est à 88 degrés puis qu'elle va vers le 90 degrés, on dit que c'est un aspect appliquant. C'est-à-dire que le problème, il va arriver. En revanche, si elle est à 93 degrés, ça veut dire que le 90e degré étant passé, elle est en train de sortir du carré. Donc ça veut dire que le problème est déjà arrivé, il va en s'estompant, mais ou alors en étant en train de se régler progressivement pour aller se régler de plus en plus. Voilà, le carré en fait s'estompe. Donc on a par exemple un carré, hein, pour prendre l'exemple du carré, le 90 degrés, un carré qui va être appliquant ou séparant. Appliquant, il va vers l'aspect pile, donc le problème va arriver, ou il passe l'aspect, il passe les 90 degrés, la Lune continue sa trajectoire, elle en est au 91e degré, 92e degré, 93e degré, après Jupiter, dans ces cas-là, c'est un aspect séparant. Pourquoi? Parce que le 90 degrés est passé, ce qui indique que le problème est passé, s'est manifesté, on l'a vu, et il s'est manifesté à nous. Dans le carré appliquant, on ne le connaît pas toujours encore, on sent que ça arrive, et puis paf, il arrive. Et dans le séparant, c'est le contraire. Il est arrivé du moins, et ensuite il va s'estomper au fur et à mesure que le carré 90 degrés, le carré donc, va s'estomper. Voilà, on va régler le problème selon son importance. Si c'est un aspect lunaire, la Lune ayant une trajectoire rapide, eh bien l'aspect va être beaucoup plus rapide à traiter que s'il s'agissait d'un aspect entre Jupiter et Saturne. Jupiter est une planète lente, et par conséquent, s'il y a un carré entre Jupiter et Saturne qui est séparant, donc c'est Jupiter la plus rapide par rapport à Saturne, le carré séparant de Jupiter indique que Jupiter va régler le problème. Alors par exemple Saturne qui représente tout à fait l'ordre, la loi, et Jupiter qui représente aussi la loi, si par exemple vous avez eu un procès ou vous êtes en litige par rapport à une affaire en particulier, s'il y a un carré de Jupiter par rapport à Saturne et que l'aspect il est séparant, Jupiter, contrairement à la Lune, ne va pas aller très vite. Donc il va progressivement se séparer du carré, ce qui veut dire que vous allez régler l'affaire litigieuse, mais ça ne va pas se faire en 2 jours. Ça va se faire ça dépend de la progression de Jupiter, ça va se faire en quelques semaines, ou ça dépend, ça peut être plusieurs mois, ça peut être plusieurs semaines, comme ça peut être plusieurs mois. Voilà, bon, c'est pas un an en général. Voilà. Mais tout dépend des planètes qui sont impliquées dans l'aspect. Si c'est une planète rapide, le problème se réglera plus rapidement. Si c'est une planète lente, forcément il se réglera moins rapidement. De même, on utilise les mi-points, qui sont comme des équilibres, des plus loin équilibre. Par exemple, si nous avons un carré et qu'on veut chercher son équilibre à ce carré, eh bien on va chercher le mi-point. Il est à 45 degrés dans l'aspect, mettons Lune Jupiter pour reprendre le même exemple.
eh bien on va chercher 90 degrés divisé par 2, ça fait 45, donc on va chercher 45 degrés qui va être le juste milieu entre la Lune et Jupiter. Et ça, c'est son point d'équilibre. Voilà, ça permet d'être un petit peu un point de référence. Et puis si toutefois, à cet endroit-là, parce que ça m'est déjà arrivé de faire des thèmes comme ça, à cet endroit-là, il y a une planète, bah, comme par hasard, cette planète, elle a une indication, et elle va sûrement servir pour résoudre le problème du carré. Alors, donc, parmi tout ce que je vous ai dit, l'astrologue va devoir imbriquer tout cela l'un dans l'autre. Alors dans les livres, on a effectivement les planètes, les astéroïdes, les luminaires, les signes, les maisons, les aspects, les mi-points, comment est-ce qu'on les calcule, les parts, comment est-ce qu'on les calcule, qu'est-ce qu'une planète rétrograde, parce que j'ai oublié de parler des planètes rétrogrades, Mercure, Vénus, Mars, rétrograde, ainsi que Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, plutôt rétrograde. Alors en général, la rétrogradation, ça veut dire que concrètement, non, la planète ne rétrograde pas, mais vu de la Terre, ça fait comme un effet d'optique, et on a l'impression qu'elle rétrograde. Donc, de Jupiter à Pluton, ça rétrograde tous les ans. Et Vénus, Mercure et Mars ne rétrogradent pas tous les ans, mais c'est selon un cycle régulier. Et en général, pendant ces périodes de rétrogradation, surtout pour Vénus, Mercure et Mars, puisque c'est pas tous les ans, et c'est plus marquant parce que c'est, enfin, j'ai pas envie de dire que c'est pas spécialement plus marquant, mais comme c'est pas tous les ans, on a tendance à, on s'y habitue moins, quoi. Et quand ça arrive, eh bien Vénus va créer des problèmes au niveau relationnel parce que ça va ralentir tout ce qui est d'ordre professionnel, ça introvertit les, pas professionnel, pardon, relationnel. On se sent plus introverti par rapport à ça, tout ce qui est d'ordre relationnel, affectif, c'est plus lent, c'est plus, on attend, il y a des obstacles, il faut plus aller vers l'intérieur de soi, et encore, parfois on n'a pas toujours des facilités à essayer de faire une introspection sur soi. C'est vrai que parfois on entend que c'est l'introspection, alors ça dépend, mais souvent ce que je constate, c'est que ça crée généralement des obstacles. On va avancer, eh ben non, la planète nous dit retourne en arrière, parce que c'est un peu comme quand on dit reculer pour mieux sauter. C'est exactement ça, c'est-à-dire que la planète elle a avancé en cours direct, elle a rétrogradé, ou du voilà, elle a rétrogradé, et elle va reprendre son cours direct. Donc ça veut dire un petit peu, vous êtes sur votre cheval, par exemple, vous avancez, vous galopez, puis d'un seul coup, ça commence à ralentir, la planète est stationnaire, elle va rétrograder, ça veut dire concrètement que vous vous arrêtez sur votre cheval et vous faites marche arrière, et au bout d'un moment, elle est stationnaire, elle va reprendre son cours direct, et là, vous pouvez réavancer avec votre cheval, et ça va avancer progressivement de plus en plus vite jusqu'à reprendre son cours normal. Donc concrètement, ça veut dire que vous avez avancé dans une direction, mais c'était peut-être pas exactement comme ça qu'il fallait le faire. Donc ça va vous allez devoir revenir en arrière. Alors pour soit réfléchir à comment est-ce que vous pourriez réavancer mieux, et en général, il y a, oui, des obstacles pour avancer. Vous dites, mais c'est pas possible, ça avance pas. Ou vous avez du courrier, par exemple, qui est en attente. Quand Mercure est rétrograde, je ne sais pas, moi, pour du courrier, par exemple, il va y avoir la grève des postes, il va y avoir la grève des transports, parce que Mercure, ça représente les échanges, les transports. Pour Mars, il va y avoir des découragements, ça n'avance pas. Mars, c'est la planète de l'action, donc la planète du courage également. Donc on aura moins de témérité, moins de courage, moins de patience aussi, parce que Mars, il veut s'affirmer, il veut aller de l'avant, puis il peut pas y aller. Donc quand Mars est rétrograde, ça a tendance à l'énerver, puis comme il ne comprend pas, il a cette impatience, et puis ça boue, mais d'un autre côté, ça le décourage aussi, quoi, puisque Mars, voilà, c'est ce que ça fait sur Mars. Donc la rétrogradation, généralement, elle a un sens qui consiste à revenir sur ses pas pour essayer de comprendre comment on peut faire pour mieux réavancer. C'est vraiment reculer pour mieux sauter. Alors, il m'est arrivé aussi de revenir dans le passé avec une planète rétrograde, enfin lors d'une rétrogradation plus précisément. La planète, en fait, j'avançais, et au moment où elle a rétrogradé, j'ai dû revenir vers le passé.
Voilà, donc c'est aussi une indication. Et quand Mercure, Vénus rétrograde, en général, elle reste plus longtemps sur les points en question. Les signes, soit un signe, soit des points, ça dépend où est-ce qu'elles sont placées, mais sur un échantillon de plusieurs degrés, elles vont rester plus longtemps et elles sont on peut dire qu'elles ont la même importance qu'une planète plus lente, comme Jupiter par exemple. Parce que normalement elles ne sont pas censées rester longtemps. Là elles vont rester plusieurs semaines sur les mêmes degrés, ce qui est le cas quand il s'agit de planètes lentes. Mais les planètes rapides comme Vénus, Mercure, Mars avancent rapidement. Donc quand elles rétrogradent, elles mettent un accent sur ça, contrairement aux autres années où elles ne sont pas rétrogrades. Alors, comme je le disais, donc, les astrologues vont devoir faire tout ce mixage, hein, un petit peu comme si on faisait de la cuisine, sauf qu'il faut y mêler la connaissance qu'il y a dans les livres, l'interprétation, qui peut aussi découler de la logique, mais aussi l'intuition, parce que on ne peut pas tout faire avec la logique. Donc il y a l'intuition, il y a le ressenti aussi de l'ensemble du thème. Et ça, c'est pas écrit dans les livres en fait, c'est à l'astrologue de faire le travail parce que chaque thème est différent. Donc on a par exemple les planètes qui sont en signe, comme tous les autres points, que ce soit le nœud nord, le nœud sud, la lune noire, la part de fortune et les autres parts, qui sont dans des signes, qui sont dans des maisons. On a également ce qu'on appelle des gouverneurs, des planètes qui sont en domicile. Exemple, vous êtes du signe du Bélier. Votre gouverneur, c'est Mars. Pourquoi? Parce que Mars a une énergie qui est en analogie avec le signe du Bélier. Vous êtes du Sagittaire, Jupiter est une planète qui est en analogie avec le signe du Sagittaire. Vous êtes Capricorne, vous avez Saturne qui est en analogie avec le signe du Capricorne. Donc on dit que c'est le gouverneur du signe. Maintenant, il existe aussi des planètes. Je vais prendre par exemple le signe du Capricorne, enfin peu importe, de toute façon il y en a dans tous les signes, quasiment. Il y a des planètes qui n'ont pas autant de force que le gouverneur, qui sont en analogie avec un signe, mais pas autant que le gouverneur. On va appeler cela des planètes en exaltation. Et à l'inverse, il y a des planètes qui sont pas du tout bien dans ce signe-là, pas du tout comme des poissons dans l'eau, et elles sont soit en chute, donc là on est à l'envers de l'exaltation, c'est vraiment l'inverse de l'exaltation, c'est-à-dire que l'énergie, elle sait pas qu'elle est montante, c'est qu'elle est, la planète, elle n'est pas à sa place, elle n'est pas comme un poisson dans l'eau à cet endroit-là. Ou alors la planète, elle est carrément en exil, et dans ces cas-là, c'est complètement le contraire du domicile, c'est-à-dire elle n'est pas du tout gouverneur, c'est complètement le contraire. Elle n'est pas à sa place. Ça ne veut pas pour autant dire, de par mon expérience, que ces planètes sont affligées et qu'il va y avoir des mauvaises choses qui vont se passer à ces endroits-là. Parce que j'ai des planètes qui sont en exil, qui sont en chute dans mon thème, et c'est pas pour autant que je les vis mal. Simplement, elles n'auront pas autant de force qu'une planète qui est en domicile qui est chez elle. Exemple, vous avez Mars qui est en Bélier, vous avez Jupiter en Sagittaire, vous avez le Soleil qui est en Lion. Ces trois planètes, pour exemple, sont dans leur domicile. C'est comme si vous placiez la personne avec la bonne paire de chaussures. Voilà, c'est exactement, elles sont super bien dans leur maison. C'est exactement là qu'il fallait qu'elles soient, dans leur signe. C'est exactement là qu'il fallait qu'elles soient pour se sentir au mieux de leur forme. Donc forcément, le signe va s'exprimer davantage. Et puis, on va dire de vous que vous êtes vous avez un côté martien, si vous avez Mars en Bélier, jupitérien, ou oui, si vous avez Jupiter en Sagittaire, ou solaire, si vous avez le Soleil, bon, si vous avez le Soleil en Lion, ça c'est pour tout le monde, tous les signes du Lion ont le Soleil en Lion. Si vous avez la Lune en Cancer, c'est sûr que ça va donner plus d'importance à l'aspect lunaire dans votre thème. Vous allez avoir un côté lunaire plus développé qu'une personne qui va avoir une Lune en Capricorne, par exemple. Parce que le Capricorne, ça va être la chute de la Lune. Alors qu'en Cancer, il est comme un poisson dans l'eau. La Lune, c'est comme si c'était un personnage, que le Cancer, c'était ses chaussures, et que c'était le bon personnage avec les bonnes chaussures. Donc ça se passe très très bien, et l'énergie est à son maximum, si je puis dire. Que va-t-on utiliser également
Parce que voilà, vous voyez, c'est pas simple, c'est quand même relativement complexe. Alors bon, après il y a les aspects. Alors les aspects, j'en ai parlé, mais il y a des configurations. Parce que lorsque vous regardez un thème, vous avez comme des schémas qui ressemblent. Alors ça va être un triangle, ça va être un rectangle, ça va être un carré, ça va être un... Je sais pas si on dit un triangle rectangle. Vous allez avoir enfin un triangle qui n'a pas trois parties égales. Trois parties égales, oui c'est ça. Qu'est-ce qu'il existe encore? Ce qu'on appelle les grands carrés, c'est-à-dire vraiment le 90 degrés de partout. Le grand sextile, là vous avez 6 points. 6 points qui font 60 degrés entre eux à chaque fois. Donc ça c'est très bien. Vous avez le grand trigone. Voilà, c'est 3 points à 120 degrés qui sont liés entre eux. Tout ça, ça forme des configurations. Donc on va appeler ça des grands trigones, des cerfs-volants, des iodes, des bateaux, parce que ça a la forme d'un bateau. Appelé le grand sextile, un T carré. Les T carrés, ça c'est souvent le fil rouge d'une vie. Quand on trouve des T carrés, on en trouve très souvent d'ailleurs des T carrés. Quand ce sont des grands carrés, c'est un peu plus difficile, mais on en trouve. Mais c'est très stimulant et généralement c'est le fil rouge de toute une vie. C'est vraiment la problématique à résoudre dans toute une vie. On en a quasiment, je sais pas si on dit, on en a quasiment tous, pas tous, mais quasiment tous. Voilà, et quand on étudie le thème, alors on n'est pas obligé de prévoir. Alors soit on prévoit, soit on prévoit pas. Chacun fait comme il veut. On peut faire les deux aussi. On a soit les transits des planètes dans le ciel, tels qu'on les voit au moment où on les regarde, bon, sauf qu'on a des éphémérides qui sont établis par des scientifiques. Donc ces planètes-là qui sont en transit, on va les utiliser et les positionner sur le thème de base, le thème de naissance. Elles vont être superposées au thème de naissance. Voilà, ça permet l'interprétation. C'est principalement ça qui est employé. On a ce qu'on appelle les progressions. Alors, il y a des progressions, on prend le thème de naissance, et un jour va être égal à un an, par exemple. Ça, c'est une forme de progression. Mais on peut aussi faire les progressions secondaires inverses. C'est-à-dire qu'on prend le jour de votre naissance, un jour égal à un an, mais on va le faire, mais dans le sens contraire. On remonte en arrière vers le moment de votre naissance. C'est-à-dire dans les 9... Voilà, vers les... Ça n'ira jamais jusqu'à la conception, bien évidemment, parce que sinon ça ferait beaucoup d'années et on meurt avant. Mais il y a ça aussi. On utilise pour les éclipses, hein, du soleil, de la lune. Voilà, donc comme je le disais, effectivement, on se fonde sur des éphémérides qui sont établis par des scientifiques. Donc on a quand même besoin de la science, hein. C'est même pas quand même, c'est qu'on a besoin de la science. Et voilà, donc à quoi sert l'astrologie? À plein de choses. Donc il y a principalement 3 branches. Celle qui concerne l'individu, donc on va s'intéresser au thème natal de l'individu, et on va étudier sa psychologie pour qu'il se connaisse mieux, on va établir s'il le souhaite des prévisions, voilà. Le but n'est pas de déresponsabiliser les gens non plus, puisque j'ai déjà parlé de libre arbitre dans une autre vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir aussi? On va avoir les horoscopes. Alors les horoscopes, c'est ce que l'on va retrouver dans les magazines. Les horoscopes, il date du Moyen-Âge. Et ça a tendance à être popularisé. Mais on a tendance à galvauder l'astrologie justement à cause des horoscopes, puisqu'il s'agit quand même que de 12 signes qui s'appliquent à des milliards de personnes qui sont sur Terre. Donc, ça décrédibilise l'astrologie dite savante, telle que je suis en train de la décrire. Voilà, donc les horoscopes, on peut les regarder, mais il faut rester quand même objectif, puisque ça n'est bien évidemment pas personnalisé. C'est un peu comme si vous regardiez la météo, c'est vrai que tous les nuages vont affecter toutes les personnes qui se trouvent au même endroit. Si vous habitez, je sais pas moi, Paris, vous allez avoir des nuages qui passent sur Paris, c'est sûr que c'est la météo. Que vous soyez monsieur un tel ou madame un tel, peu importe, vous allez avoir les nuages qui vont être sur vous. Donc l'horoscope,
C'est un peu comme ça qu'on peut le prendre, hein. Vous êtes du signe du Bélier, c'est comme si vous étiez à Paris. Si pour le signe du Bélier il y a telle tendance, c'est la même façon que la même chose que si vous étiez à Paris et puis qu'il y a des nuages sur Paris. S'il pleut à Paris, il pleut à Paris. Voilà. On peut prendre ça comme ça, mais effectivement, ça n'est pas personnalisé. Voilà, c'est une météo, j'ai envie de dire, hein. Voilà, et puis il y a l'astrologie événementielle, l'astrologie mondiale, qui va étudier bon, bah, ce qui se passe dans les différents pays. Sinon, d'un point de vue pragmatique, pour un individu, on a l'astrologie médicale, on a l'astrologie karmique qui étudie en fait les vies antérieures, voilà. On a les synastries. Les synastries, ça veut dire qu'on étudie les deux thèmes pour voir si les personnes vont bien s'entendre entre elles. On a l'astrologie, pardon. On utilise également l'astrologie horaire. Quand il s'agit par exemple de retrouver un objet perdu. Hein, vous avez perdu vos lunettes, vous ne savez pas où est-ce qu'elles sont. Eh bien l'astrologue va monter un thème horaire. Il va monter un thème au moment M, où vous lui dites, voilà, je vous appelle parce que j'ai perdu mes lunettes. Bon, ben, au moment M où vous l'appelez, il va monter un thème à l'heure et à l'endroit où il se trouve, et puis il va essayer de vous dire, ben voilà, vos lunettes se trouvent à tel endroit. Voilà. Bon, c'est pareil, moi je le fais par rapport aux animaux. Bon, là, on peut le faire pour tout, hein, on peut le faire... on peut le faire pour tout. On peut le faire pour la Constitution française. Il y a un thème pour la Constitution française qui va déterminer le thème de la France. Ça peut être pour un animal, ça peut être pour une maison. Vous achetez une maison, vous construisez une maison. Bah, le moment où vous avez décidé de construire votre maison, vous pouvez monter le thème de votre maison pour savoir ce qu'il en sera. Vous achetez une affaire, vous pouvez monter le thème astral du jour où vous signez pour cette affaire. Ça vous donnera la façon dont cette affaire va évoluer. Vous pouvez, c'est peut-être totalement ridicule, mais je ne sais pas, par exemple, vous achetez par exemple qu'est-ce qu'on va dire, une radio, par exemple, allez, soyons fous, prenons une radio, vous pouvez monter le thème du jour où vous l'adoptez, entre guillemets, vous l'achetez, la radio. Vous allez monter le thème de la radio, tout simplement. Parce que chaque chose peut avoir son thème. Et si vous suivez le thème en question, vous allez vous rendre compte que ça fonctionne. Si, mettons, vous montez le thème d'un appartement, d'un immeuble, s'il est construit à tel moment, telle heure, tel jour, enfin, s'il a fini d'être construit, hein, comme un bébé qui sort du ventre de la maman, il a fini d'être construit telle heure, tel jour, tel moment, ben c'est la même chose en fait. Vous montez le thème et vous vous rendrez compte que si Pluton arrive par exemple dans sa maison 8, je vais prendre un exemple caricatural, eh bien cette maison, comme par hasard, elle sera détruite pour être remise en question pour faire quelque chose d'autre. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on pourrait tout à fait constater si on le faisait. On s'amuse pas à le faire, on s'amuse pas spécialement à le faire, mais si on le fait, ça marchera, ça c'est certain, comme on peut monter le thème pour n'importe quoi, en fait, hein, ça n'est pas uniquement sur un individu que l'astrologie s'applique, ça s'applique sur un individu, sur un objet, sur un animal, sur un événement, sur quelque chose qui n'est pas concret, hein. Par exemple, je signe une affaire, qu'est-ce que je pourrais avoir comme... exemple, je ne sais pas, vous vous dites aujourd'hui, tiens, je voudrais chercher quelque chose de concret sur la mécanique quantique, par exemple. Vous êtes scientifique, vous avez envie de chercher ça. Là, vous pouvez très bien, enfin, je peux supposer, par exemple, qu'un scientifique ne va pas forcément être pour l'astrologie, mais si on pose, par exemple, le thème du moment où vous vous posez la question, et qu'on suit le thème tout le long de votre recherche, qui peut durer des jours, des semaines, des mois, des années, ben, on peut avoir des éléments qui vont nous aider à comprendre comment est-ce que le cerveau est en train de fonctionner, quelles sont les pensées, à quel moment vous vous découragez, et pourquoi des moments ça bloque, et où se trouve la solution, à quel moment vous avez plus de chances de la trouver, et comment vous pouvez la trouver. Et là, c'est pas concret, c'est une pensée. Mais une pensée, ça reste quand même de l'énergie. Donc en fait, l'astrologie s'applique à beaucoup de choses et c'est bien plus complexe que ce que l'on imagine hein, quand on lit ce qui est indiqué sur les horoscopes. Donc surtout ne faites pas la confusion entre astrologie et horoscope. Ce sont deux choses différentes. Hein, ne confondez pas la météo et votre thème personnalisé qui est celui d'une vie. Hein, voilà, ici ce n'est pas au-delà. Voilà, j'espère que je vous aurai apporté des éléments
dans cette vidéo que vous ignoriez. Et si vous avez des questions, eh bien vous pouvez me laisser des commentaires. À bientôt!